Bonjour, bienvenue à Art et Art. Nous sommes sur le campus de Jussieu, à l'Université de Paris 7, dans le centre de visioconférence Visio P7. Je vais vous résumer ici en quelques 20 minutes le sujet de l'expert en art. Ces sujets seront plus amplement développés dans nos cours et dans les actes de Art et Art que vous pouvez trouver à l'Université de Paris 7 ou qui sont sur Amazon. Donc les experts, on observe que, je vais vous résumer en quelques lignes ce que l'on a, ou en quelques mots plutôt ce que l'on va évoquer ici. On va évoquer les experts et la valeur de l'art à l'aune du temps qui passe, la responsabilité des experts, les experts institutionnels qui parfois sont hors la loi, les experts indépendants, le travail proprement dit de l'expert, les erreurs ou les surprises en expertise, l'État et les experts, les vrais faux ou les faux vrais. L'expertise, est-ce que c'est une quête de la vérité? Des répliques comme communication, et je vous parlerai brièvement de la dynastie des experts bénézites de 1910 à aujourd'hui et d'une étude de cas qui est l'affaire Poussin, qui est une affaire assez connue pour ceux qui s'intéressent au sujet. Donc les experts, le métier d'expert, il est vrai, est un métier qui est souvent décrié, qui est même mis en cause. L'expert est cependant le seul qui engage sa responsabilité dans une vente aux enchères publiques. Ceci jusqu'à la loi de 2000. Par ailleurs, l'expert, comme les architectes et les marchands de tableaux, lorsqu'il est indépendant, qui ne travaille pas avec un commissaire-priseur, il apporte une garantie trentenaire à son client. L'expert, donc, est responsable. Par ailleurs, l'exercice est un exercice difficile et souvent périlleux. Il met en jeu des éléments disparates auxquels parfois il faut donner une cohérence. Mais l'humain et l'art sont-ils cohérents? C'est ça un peu la grande problématique de notre sujet. Le dictionnaire définit l'expert comme un professionnel chargé d'établir l'authenticité et la valeur d'objets d'art ou de collection. D'une façon plus négative aussi, on dit de lui que n'importe quel marchand ou amateur d'art peut se déclarer expert. Le titre d'expert n'est pas reconnu. Mais dans le même ordre d'idée, le titre d'antiquaire n'est pas reconnu. Certaines autorités judiciaires, administratives et quelques organismes privés donnent leur agrément à des experts auxquels ils se proposent de faire éventuellement appel. Ils peuvent se dire alors expert près la cour d'appel, expert près la cour de cassation, expert auprès des douanes. Et depuis la loi, alors expert auprès des douanes, le titre exact, c'est expert assesseur appelé à siéger à la commission de conciliation et d'expertise douanière. Il y a depuis la loi de l'an 2000-2001 l'expert près du Conseil des ventes, qui est une institution qui a été créée par l'État et qui contrôle en fait le rôle du commissaire-priseur, qui par ailleurs a décidé aussi de contrôler les experts. On s'interroge, est-ce que c'était bien nécessaire de créer un tel conseil? Le président du Conseil des ventes, M. Champin, est venu ici nous exposer le bien fondé de cette institution, et vous pourrez ça aussi le trouver dans les cours et les visioconférences d'art et art. Alors, je citerai Fabrice Faré qui écrit « Tous les gens qui font la plus-value de l'art ne sont pas ceux qui l'encaissent ». On le verra développer ci-après. Alors, on pourrait aussi illustrer notre propos avec « Acheter un lot de croûtes et y découvrir un chef-d'œuvre, acheter un chef-d'œuvre et découvrir que c'est une croûte ». C'est bien ça la problématique aussi de l'expertise. Donc nous avons certains qui pensent que les experts et la valeur de l'art à l'aune de temps qui passe, c'est que l'authenticité en matière d'art tient à l'autorité de celui qui l'énonce.
En effet, je peux vous parler de cette anecdote méconnue, qui c'est un acheteur d'art hollandais qui avait acheté les futurs grands maîtres de l'art à Vollard. Quelques années plus tard, ce Hollandais, qui était un fils de bonne famille, des médecins aliénistes ayant été consultés, l'amateur d'art éclairé fut interné. Je cite Vollard, cet aliéné, en fait, avait acheté à Ambroise Vollard, à l'époque, des Van Gogh et des Cézanne. Donc, il avait été considéré par les experts de l'époque, experts en peinture, et les experts médecins, aliéné parce qu'il avait acheté avec l'argent de son héritage ses œuvres d'art. Donc, ceci pour illustrer le cours dont je vous parlais, qui s'appelle « Des experts et de la valeur de l'art à l'aune du temps qui passe ». En effet, les experts en art de l'époque disaient que les Van Gogh et les Cézanne ne valaient rien. Les experts médicaux disaient que ce jeune Hollandais, était un aliéné. D'ailleurs, ils l'ont mis dans un asile d'aliénés où il est mort. Et cela pose la problématique de l'expertise à l'aune du temps qui passe. Alors, la responsabilité des experts, c'est un autre sujet qui sera abordé dans nos différents cours et visioconférences. Roger Perfit, là, on peut prendre son exemple, va confier une vente à Maître Tajan et à son expert, Monsieur Raton, qui avait quelques jours auparavant consenti une énorme avance financière sur la vente. Donc, je cite donc Perfit, qui nous dit d'après les estimations faites, vous pouvez m'excuser parce que la lecture avec l'informatique n'est pas toujours évidente, donc je reprends mon texte pour essayer de vous citer le texte de M. Perfit qui est intéressant pour l'étude de notre cas. Raton était tourmenté, Raton c'est l'expert, hein, par la garantie de 30 ans que les experts français accordent sur ce qu'ils ont vendu. Ses scrupules l'honoraient puisqu'il était octogénaire. Il était à la fois honoré et effrayé par cette vente. Il me dit qu'en fait, il était extrêmement difficile de préciser pour des marbres dits antiques s'ils étaient grecs, s'ils étaient romains ou de la Renaissance, et qu'ils se sentaient capables seulement de déclarer qu'ils étaient anciens. Alléguant le catalogue où figurait Monghetta Caracalla, il faisait observer que le titre était Ancient Marbles. Il proposait pour le titre du catalogue Marbre antique ou d'après l'antique. Les dernières ventes de ce genre chez Sotheby's à Londres montraient des prix variables. Au fond, comme je l'avais pensé, il n'y avait pas de cote établie de l'art antique. C'est pourquoi, conclut l'expert Raton, je vais vous le citer, mais là aussi je dois faire une manipulation par informatique qui prend un peu de temps et je vous prie de m'en excuser. Lorsqu'il s'y ajoutait la difficulté de savoir s'il s'agissait vraiment d'un objet antique, il lui était impossible de garantir une enchère. « Quoi » m'écriai-je. On organise sciemment, avec la bénédiction de certains experts, le commerce des faux en peinture contemporaine. Voyez, tableau de chasse. Il fait appel à la fameuse affaire, en effet, du faussaire. Et pour les objets antiques, tout le monde se dérobe. C'est une honte, j'en conviens, dit le commissaire-priseur Jacques Tajan, qui semblait plus confus encore que l'expert. Voilà.
C'est pour poser un petit peu les jalons de ce sujet quant à la véracité de l'expertise. Donc, on a évoqué tout à l'heure la difficulté d'expertise qui peut bouger au fil du temps. Et là, nous avons évoqué, comme nous l'avons déjà évoqué lors des visioconférences sur les commissaires-priseurs, la difficulté de l'expertise pour un expert, parfois pour des choses anciennes ou même des choses contemporaines. On va continuer par évoquer d'autres cas. Alors, les cas des experts institutionnels hors la loi. C'est-à-dire qu'on a un écueil en France. L'État, les gens ne le savent pas, prohibe l'expertise à leurs conservateurs. C'est-à-dire que c'est un article du décret fixant le statut des conservateurs de musées qui stipule que les conservateurs ne peuvent se livrer directement ou indirectement au commerce ou à l'expertise des œuvres d'art et des objets de collection. Comme on le verra, la législation n'est pas respectée ou n'est pas toujours respectée. Je citerai simplement un pamphlétaire qui s'appelle Marie-Christine Huguenot. Les vrais experts pourraient être la plupart du temps les conservateurs de musées, mais leur statut le leur interdit. Et encore, ils ne sont pas la panacée. J'ai entendu l'un d'entre eux proposer aux journalistes, le jour de l'inauguration de son musée, des interviews de peintres morts. Aucune étiquette n'offre aujourd'hui de garantie véritable pour les experts, conclut Marie-Christine Huguenot. Alors, il y a eu des affaires célèbres, notamment, je peux là encore vous citer d'autres affaires, mais là, je peux vous citer encore une autre affaire qui est l'affaire de bronze de Maître Raton, citée toujours par Perfit. Il m'avoua qu'il avait fait venir au dépôt de l'étude Monsieur Villard, c'est-à-dire le nec plus ultra en fait d'expertise. Comme son collègue Pasquier, l'homme de la céramique avait changé d'avis lui aussi sur une de ses œuvres. Un de ses anciens collaborateurs, Bremer, est un professeur de la recherche scientifique au CNRS. Ils étaient même restés 1 heure avec Daven à examiner le Guetta Caracalla des collections Mazarin-Pembroke. Quel crédit méritait cet ancien fonctionnaire du Louvre et ce professeur qui, me dira-t-on, avait de 30 à 35 ans, pour décider mieux que moi, vivant au milieu des objets anciens depuis 40 ans. Donc là, c'est un autre sujet qui est évoqué. Ce n'est pas le problème des experts institutionnels qui, on l'a vu par exemple avec l'affaire Rosenberg et Poussin, où c'est le conservateur de musée qui décide qui est un vrai Poussin, qui est un vrai Fragonard, alors qu'en fait, la législation et la réglementation administrative lui interdit de mettre un avis. Donc nous avons là des aspects très contradictoires en France qui font que parfois à l'étranger, notre système n'est pas vraiment pris au sérieux. Et là, encore une fois, Perfit évoque un autre sujet, qui est le sujet du soi-disant expert et spécialiste du CNRS, mais qui est confronté, qui a 30-35 ans, et qui est confronté à un monsieur de 70 ans qui collectionne les œuvres d'art de cette période historique, lui, depuis 40 ans. Donc, on est confronté à un énorme puits de savoir, mais qui n'a pas le titre de chercheur d'État, qui est confronté, donc on a une confrontation des âges, des compétences, et donc on a un brouillage des compétences, on a un brouillage du juridique qui fait que notre système est quelque peu flou et contradictoire. Alors, on peut évoquer donc le problème des mutations et des conservateurs, ou que l'on pourrait résumer avec the right man at the right place, or the right woman at the right place, c'est-à-dire la personne qu'il faut à la place qu'il faut. Et là encore une fois, la pamphlétaire historienne d'art Huguenot dit « Un conservateur, je la cite, peut avoir un diplôme concernant une époque et se retrouver diriger un musée spécialisé dans une toute autre spécialité qui n'est pas forcément sa tasse de thé. » C'est là où l'escroquerie commence, même dans la fonction publique.
Accepter tel poste parce qu'il est dans un nouveau musée superbe dans le Midi, avec un bel appartement de fonction. Et du côté des institutions, tolérer et même encourager ce type de nomination incongrue. Un conservateur étant mal payé, on veut, en lui interdisant l'expertise, éviter toute corruption et préserver son indépendance. Et puis, cela leur va si bien de ne pas engager publiquement leurs responsabilités, eux qui se retranchent à la moindre alerte derrière l'obligation de réserve si pratique. Si l'on oublie l'affaire Canson et d'autres, qu'on évoquera plus tard, qu'on évoquera nous aussi, qui sont évoqués dans nos écrits, on peut auréoler la profession et lui épargner toute critique. Plus on prend de risques, plus on s'expose. L'inverse blanchit et assied une réputation. Quand il s'agit des experts indépendants, donc, je le répète, on a ce problème de l'expertise. Le seul expert indépendant en France a une garantie trentenaire, tout comme le marchand d'art ou le galeriste. On évoque en cas d'expertise la fameuse experte qui est la veuve. Alors c'est la veuve ou le veuf, c'est le cauchemar, ou les ayants droit, c'est le cauchemar de beaucoup de chercheurs d'art et de spécialistes en art, parce qu'on connaît des veuves qui n'ont jamais été partie prenante ou même témoins lors de la création par l'artiste, et qui, par le jeu de l'âge, qui sont des deuxième ou troisième épouses, ou des deuxième et troisième époux, qui tout d'un coup, à la mort de l'artiste, deviennent les experts alors qu'ils ou qu'elles ne connaissent absolument pas le sujet. Là aussi, Marie-Christine Huguenot, avec sa verve habituelle, et la veuve, celle qui prend sa revanche, à elle la vedette enfin. Et on connaît le cas célèbre de l'épouse de ce pauvre trio, qui obligeait les collectionneurs, s'ils voulaient acquérir une œuvre d'art du trio, qui les obligeait à acheter une de ses croûtes, autrement ils n'avaient pas le droit d'acheter un du trio, et naturellement elle vendait la croûte au prix fort parce qu'elle était l'expert et que donc elle avait, et en même temps vendeur donc des œuvres de son ayant droit, et c'est elle qui faisait les certificats. Donc ces cas qui sont développés dans nos écrits sont bien connus. Alors, le travail de l'expert. Pour Michel Kellerma, qui est l'expert de Derain, un expert tout court, ça ne veut rien dire. N'importe quel escroc peut mettre sur sa porte ou sa carte de visite « expert ». C'est en fait, selon lui, je le cite, une cooptation. Ce qui compte avant tout, c'est la réputation. C'est une espèce de consécration d'une autorité reconnue par l'expérience. Et en effet, mis à part des années folles comme celle de 88 à 90, où seules quelques personnes, le plus souvent n'appartenant pas au monde de l'art, ont su tirer un immense profit, il est vrai que le marché français est quand même très réglementé par le fait qu'un expert, pour avoir le droit d'être un expert indépendant, a la fameuse garantie trentenaire qui est une terrible épée de Damoclès dont il ne peut pas écrire n'importe quoi. Alors, juridiquement, il y a un autre aspect, c'est le décret Marcus, notamment, qui est le décret numéro 81-255 du 3 mars 1981, qui a été passé par Jean-Philippe Leca, qui était alors ministre de la Culture, sous le président Giscard d'Estaing. Ce texte est fondamental, vous le trouverez donc dans son intégralité dans les écrits, dans mes écrits, donc, et vous le trouverez lors des cours. Ce certificat, en fait, le certificat tel qu'il est explicité par le décret Marcus, il représente en quelque sorte la carte d'identité sur laquelle on retrouvera les coordonnées de l'expert, la description complète de l'objet avec ses dimensions, l'état, rajout, restauration, modification, l'attribution, la datation, la provenance lorsqu'elle est connue ou lorsque le vendeur accepte de la dévoiler, la date de vente, le lieu de vente, la signature du vendeur. Sur un certificat, la mention du prix de vente est facultative et peut faire l'objet d'une facture séparée. Si cette facture donne une description complète de l'objet, elle peut elle-même constituer un certificat d'authenticité valable. Je cite le cas souvent d'un gargalio qui a été vendu par un commissaire-priseur à un collectionneur. J'avais entre mes mains le certificat de l'expert, et c'est l'expert qui est donc venu chercher ce certificat, c'est-à-dire qu'en fait, l'œuvre d'art n'avait pas de valeur puisqu'elle était dépouillée de son certificat. C'est-à-dire qu'une œuvre d'art
sans son certificat d'origine. Et normalement, il n'y a qu'un certificat qui circule, c'est comme sa carte d'identité. Donc on voit parfois des commissaires-priseurs vendent une œuvre d'art sans certificat, ce qui n'est pas possible normalement. Hein. Alors, l'identification des œuvres d'art, la technique la plus importante, en fait, contrairement à ce que l'on peut dire, c'est l'œil. Hein, c'est l'œil, c'est-à-dire c'est de l'expérience de l'expert. La deuxième technique, c'est la connaissance, on va dire. Hein. Ensuite, bien sûr, on arrive à toutes sortes de méthodes d'examen technique qui ne sont pas toujours fiables parce qu'on verra qu'on a des escrocs qui utilisent des pigments anciens, qui utilisent des châssis anciens, qui utilisent parfois la même technique qu'un maître pour pouvoir faire valoir que c'est un vrai. Hein. Alors, en effet, si vous voulez, on peut utiliser en technique ce qu'on appelle la technique de la coupe, de la peinture, c'est-à-dire que l'échantillon de peinture analysé est enrobé d'une résine polyester liquide qui est débitée en coupe de 45 millièmes de millimètre. Hein. Et ensuite, on travaille au microscope. Hein. On peut aussi travailler à partir d'une écaille de peinture. On peut travailler au carbone 14 quand c'est plus ancien. On peut aussi utiliser la radiographie pour les peintures avec des rayons X mous qui vont de 15 à 80 kW. Hein. Donc, il y a différentes techniques, mais même si elles sont scientifiques, entre guillemets, ce n'est pas pour autant qu'une œuvre d'art. Donc ça, on vous donnera là aussi des cas. Je pourrais vous donner des cas. Ce n'est pas forcément fiable, donc il faut l'œil de l'expert. Ça veut dire que cet expert a tellement travaillé, il a emmagasiné dans son ordinateur qui est son cerveau énormément d'éléments qui fait que déjà, grâce à son œil, il peut voir s'il y a des anomalies qui ne fonctionnent pas. Ensuite, il y a ses connaissances historiques, donc il donne lieu à un dossier, une recherche historique, et ensuite il y a des méthodes techniques. Hein. Alors, en France, des associations d'experts existent. Il y a le syndicat français des experts professionnels en œuvres d'art, qui s'appelle le SFEP. Il y a le CNES, ou Chambre nationale des experts spécialisés. Il y a la CNE, la Compagnie nationale des experts. Il y a la Compagnie d'expertise en antiquités et objets d'art. Il y a la Compagnie des experts agréés. Il y a la Chambre européenne des experts conseils en œuvres d'art, la Compagnie des experts près la Cour d'appel de Paris, la Fédération nationale d'experts professionnels spécialisés en œuvres d'art. Il y a aussi l'Ordinex, Fédération nationale d'experts professionnels, l'Ordinex, Organisation internationale des experts. Il y a aussi maintenant, donc depuis la loi de 2000-2001 et la création de ce nouveau système d'État, c'est-à-dire le Conseil des ventes, des experts qui sont agréés auprès du Conseil des ventes. Mais ils sont agréés uniquement auprès du Conseil des ventes. Hein. Alors, on peut parler un petit peu, en quelques minutes avant de clore cette visioconférence sur les experts. On peut parler d'honoraires. Donc, l'expertise privée lors de succession, de partage, de sinistres et d'assurance fonctionne pour les honoraires selon le barème du syndicat français des experts professionnels en œuvres d'art. Il serait d'environ 2% de la valeur de l'objet, plus les frais de déplacement et la taxe sur la valeur ajoutée. Pour les experts judiciaires, il y a aussi des taux spécifiques. Selon Jean-Marie Schmitt du Journal des Arts, il y aurait d'autres systèmes que l'on pourra évoquer aussi dans nos cours. Alors, il est vrai que l'on peut avoir des erreurs ou des surprises en expertise. Hein. Donc, on pourra notamment travailler sur Corot. Alors, Corot, un collectionneur m'apporte un tableau transmis depuis 5 générations par notaire à des familles. Je l'examine, je fais l'historique. Je pense que c'est un faux. Je vais ensuite voir l'expert en titre, parce qu'il y a sur le marché français et sur les marchés étrangers un expert français et des experts étrangers qui ont voix au chapitre. Donc je vais voir l'expert français en titre qui me dit « Je suis d'accord avec vous, ce n'est pas un bon ». Donc je dois annoncer à ces héritiers qui ont payé 5 fois des droits de succession à l'État que leur tableau n'est pas un vrai Corot, bien que des commissaires-priseurs leur aient proposé
de le vendre en tant que coraux. Voilà. Donc c'est ce qu'on peut appeler des erreurs ou des surprises en expertise qui seront développées donc, dans nos différents cours. On étudiera donc Corot, l'affaire Watteau, l'affaire Fragonard et l'affaire Gargallo. Alors, pour les différents experts, on pourrait dire que, pour résumer, il y a les experts ayant droit, c'est-à-dire sont les épouses, sont les enfants, sont ceux qui héritent par héritage non seulement des œuvres mais aussi du titre, d'ayant droit. Il y a les experts qui sont les experts historiens de l'art, ça peut être un expert qui a beaucoup travaillé sur le sujet. Ce sera le cas par exemple d'Alain Bossire qui est spécialiste de Rodin parce qu'il a écrit une thèse sur le sujet. Ce n'est pas pour autant qu'il va avoir le pouvoir alors qu'il est extrêmement compétent. Il y a l'expert qui est donc l'expert indépendant qui est installé, qui fait partie d'un comité, qui a une assurance pour toute expertise qu'il émet. Donc c'est un expert professionnel, indépendant. Il y a maintenant l'expert près du Conseil des ventes, c'est encore une autre catégorie. On a l'expert officieux qui se considère comme expert, qui se présente comme expert, mais qui n'est pas donc reconnu par ses pairs comme expert indépendant, qui est dans un comité. Donc ça, c'est quand même ça nécessite la cooptation des pairs et ça nécessite un grand sérieux, avoir pignon sur rue. Et donc, la fameuse garantie trentenaire, c'est quand même, à mon avis, la plus grande qualité, le plus grand gage de sérieux. Hein. Il y a l'expert auprès de commissaire-priseur, qui lui, en fait, n'a une garantie que de 10 ans. Hein. Donc, il peut être un expert auprès d'un commissaire-priseur, mais ne pas être un expert reconnu par ses pairs. Donc, vous voyez, il y a toutes sortes de notions d'expertise. L'expert officieux, l'expert officiel, l'expert d'État, c'est-à-dire le conservateur qui en fait n'a pas le droit d'être un expert juridiquement et qui pourtant en France prévaudrait même sur certains experts indépendants qui ont toute la responsabilité trentenaire. Donc vous voyez, la notion d'expertise elle est complexe, elle n'est pas simple et donc elle est sérieuse. Hein, et lors de différentes visioconférences et cours, je vous donnerai donc différents exemples, différentes études de cas, notamment celle de l'affaire Verne aussi, avec le jardin à Auvers de Van Gogh. Voilà. Le temps nous étant imparti est en cours. On pourra continuer aussi les cours sur des vrais faux ou des faux vrais, des répliques, des faussaires de génie. Ça, c'est un sujet très très intéressant. Alors il y a ceux qui ont été pris comme Hans van Meckeren et d'autres, mais il y a aussi tous ces faussaires que l'on ne connaît pas, et pour cause, puisque les œuvres sont encore dans nos musées ou dans des grandes collections. Il y a aussi bien sûr l'affaire Fernand Le Gros et son fameux faussaire qui réale l'Essart. J'évoquerai avec vous aussi, lors des cours ou des visioconférences, les différentes législations, les différentes subtilités qui font que l'on peut comprendre ce qu'est l'expertise. Sans oublier bien sûr le code de la propriété intellectuelle, qui est un code qui est aussi fluctuant au fil du politique et au fil du juridique. Sans oublier le droit moral qui est parfois immoral, et sans oublier le recyclage des faux par l'État, qui heureusement sera annulé par le ministre Toubon, mais bon, qui n'est pas tout, qui quand même serait quelque peu recyclé. Hein. On évoquera aussi les erreurs d'attribution historique et on travaillera sur l'expertise qui en fait est une quête de la vérité, avec la notion des ateliers, avec la notion des nègres qui sera développée, et toutes les différentes notions d'expertise, de réplique, de faux-vrai, de vrai-faux, de faux-faux et de vrai-vrai, et d'experts qui tous tendent à trouver quelle est la vérité et à nous le prouver. J'ai personnellement beaucoup de respect pour les experts.
qui ont un métier bien difficile et qui est souvent décrié en France, il semblerait quand même à tort. Donc, je vous remercie de votre attention. Je vous répète que cette visioconférence quelque peu courte est dans les actes d'art et art que vous pourrez trouver donc édité à Publi-P7, le centre de l'Université de Paris 7, ainsi que dans les cours que nous développons ici dans Art et Art. Je suis Lise Cormery, c'était des experts dans le cadre de la sociologie de l'art et dans le cadre des sciences information et de la politique et des sciences politiques de l'art. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Ça a été plus long.